Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Séance assez mouvementée hier à Wall Street, avec l'intervention de Jerome Powell devant le Congrès américain, ou le Sénat, je ne sais plus où c'est qu'il était. Enfin bref, on s'en fout. Donc assez rigolo quand même de voir que ce monsieur, en l'espace de quelques semaines, est capable de nous dire tout et son contraire. C'est donc très très rigolo. Enfin bon, bref, comme d'habitude, le marché, lui, peu liquide sur cette zone-là, est très spéculatif, a réagi de façon assez épidermique. On va essayer donc de décrypter tout ça, de voir dans quel cadre ça se place, toujours en lien avec les briefs hebdo, donc sur lesquels je vous avais dit de toute façon, donc on est sur des zones de réaction moyen terme qui ont de très fortes chances de réagir plutôt à l'achat qu'à la vente, mais on est sur des zones d'indécision, et puis je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais on est proche des clôtures trimestrielles, donc des échéances dites les 4 sorcières, c'est-à-dire qu'on aura donc les expirations mensuelles, enfin les expirations journalières, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles. Bref, un joli cocktail. Ça se produira le 10 mars, comme vous le voyez ici. Voilà. Bon, bref. Pourquoi du coup c'est un peu bruyant avant? Pour plusieurs raisons, toujours dans le cadre de notre contexte hebdomadaire, comme on l'avait dit, attention. On a probablement des départs de flux possibles. Ces flux ont vraiment une structure très particulière et on va en parler ce matin d'ailleurs. Un petit peu plus en détail, mais on avait surtout dit, bon, si cassure du plus bas mensuel en début de mois, ce qui s'est donc produit dès le début du mois de mars, les vendeurs feront probablement tout pour essayer de verrouiller cette zone-là, qui est donc la zone du cours d'ouverture du mois précédent. Bref, donc dans cet horizon-là, on avait dit, attention, ici, c'est pas la zone où il faudra être boule, c'est plutôt la zone où si on est boule en bas, ce qui est tout à fait légitime, c'est ici qu'il faudra récupérer ses profits partiels. C'est donc pour ma part ce que j'ai fait sans problème. Autrement dit, je vous dis ici, moi j'ai payé toutes ces zones-là, donc de mémoire j'ai mis un achat là, un achat là, un achat là et un achat là, donc 4 lots. J'en ai sorti un ici, ce qui était donc plus ou moins, on va dire, légèrement positif sur mon prix de revient, et un deuxième, je crois, par là. Voilà. Moi, toujours pareil, je trade par rapport aux signaux techniques. Donc, comme je vous dis, sur le retour des médianes, c'était de dire, bon, j'ai pris un 4e lot risqué, je reviens à 3 lots, ici je reviens à 2 lots, et si vous avez bien compris, hier, hop, j'en remets un, tout simplement, parce que c'est celui que j'ai sorti là-haut que je remets ici. Voilà, donc je suis à 3 lots, avec un prix de revient moyen, grosso merdo à peu près le prix ici, et tout comme la dernière fois, je me rappelle très bien, cette zone-là avait été relativement difficile à naviguer, de la même façon, ici j'avais mis 1, 2, 3, 4 lots, et j'avais fait exactement la même chose, un TP1, et ici un TP2. Et après, hop, je m'étais laissé porter par le truc. Ça m'avait permis du coup de renforcer ici, 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 et etc. Vous voyez, à chaque fin de cycle horaire, j'avais repayé. Okay, c'était cette stratégie-là que j'avais appliquée à l'époque, et je vais appliquer exactement la même encore. C'est-à-dire que, pour ma part, ici, fin de cycle horaire, comme je dis, hop, hier, je paye sans réfléchir. Je ne me pose même pas la question. Maintenant que j'ai fait mes gestions du risque, ça va être, maintenant, soit j'ai tort, le marché enfile à la sud et je prends un stop loss, soit j'ai raison et le marché va commencer petit à petit à nous faire des creux et sommets ascendants. Et voilà. Donc, ce type de schéma de cycle, comme je vous dis, en flux, c'est pas ce que je vous apprends à faire. Normalement, dans la stratégie de flux, je vous apprends la stratégie la plus simple, la plus bête et la plus neuneux possible dans ce truc-là. On n'intellectualise pas la structure du flux, d'accord? Et on se contente donc tout simplement, dans ce cas-là, de traiter sur la volatilité. Alors pour ça, je peux vous le mettre comme ça, au moins vous avez les bandes de Bollinger là. Et donc comme on l'avait dit, alors une seconde. Voilà. Donc, comme on l'avait dit ici, le premier flux avec un repli relativement chelou sur la moyenne, moyenne qui passait là, hop, il passe entre les Bollinger, hop, ça repart, ok, super, et on avait dit donc normalement troisième flux égal, ça doit payer sur les Bollinger basses, et normalement on aura la fin de ce troisième flux au-dessus des contextes du T supérieur, donc normalement on visait toujours 4002 et des poussières, et après on aurait eu donc 2 flux correctifs vendeurs avant de reprendre de nouveau éventuellement un flux acheteur. Bon, c'était la séquence, entre guillemets, la plus probable. Bon, comme on l'a vu ici, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Les bears ont essayé de pousser à mort, ça bloque, etc. Donc, tout comme je vous dis, la séquence de flux ne doit pas être intellectualisée au-delà de la séquence résonante que je vous ai donnée ici, qui est de dire, on fait son premier flux, on rachète sur la moyenne ou sur la bande de Bollinger basse, et ensuite, on joue un deuxième flux. Le troisième flux démarre toujours sur les bornes de volatilité basse. Et puis, au bout de 3 flux, on s'arrête. Voilà. Et on laisse le temps de corriger au bear. Au moins 1, voire 2 flux vendeurs avant d'espérer reprendre un schéma haussier. Bon, voilà, ça c'est ce que je vous ai appris. Appliquez-le, c'est ce qui marche le plus. Et voilà. Maintenant, voyez bien que cette séquence de flux-là, elle ne correspond pas. D'accord ? Elle n'a pas du tout ce type de séquence et elle est très très emmerdante. Donc,
Bah, soit c'est que vous avez affaire à des séquences très chaotiques, ça peut arriver, hein, mais retenez toujours la base, d'accord? L'essentiel d'une séquence de flux, c'est que ça fonctionne. Souvent, ça résonne avec celle que je vous ai donnée ici, c'est celle qui marche le mieux, mais surtout, raisonnez que l'essentiel d'un flux, c'est de garder des creux et sommets ascendants, d'accord? Donc, à ce niveau-là, hop, pardon, c'est juste vraiment de comprendre que c'est ça l'important. Donc moi, pour ma part, si ici on constitue de nouveau un creux qui a un petit peu la même structure que celui-là, hein, c'est-à-dire c'est un peu chiant, etc. Et notre flux, au lieu d'être relativement directionnel, il a cette fâcheuse tendance à venir hacher systématiquement le truc. Regardez, si je vous mets les canaux de tendance, vous allez voir qu'il y a une fâcheuse tendance dans ce schéma-là à créer des troisièmes bornes artificielles au milieu. On avait bien eu ici une troisième borne qui avait juste validé. Elle s'était fait exploser direct. On a eu à peu près la même chose ici, un renversement, etc. Donc on voit qu'en fait, la structure de ces flux, elle est pas belle, quoi. C'est un peu chelou. Mais moi, je vais me rester très simple, c'est de dire, tant que c'est creux, sommet, ascendant, je reste haussier, et je ne sais pas quelle est la structure bizarre de ce flux, mais il y a des zones qui chipotent au milieu, je ne sais pas. Mais je me dis, bon, ok, bah, on ne va pas surintellectualiser le truc, ça n'a pas l'air de coller à la séquence de flux principale, celle qui a le plus de chances de se produire, mais en attendant, on garde des creux et sommets ascendants, et je ne vois pas la moindre raison, encore une fois, d'estimer que ce flux, enfin cette séquence de flux, est terminée, parce que tous les flux se terminent toujours au-dessus du contexte du T supérieur. Bref, j'ai toujours l'impression que, mis à part nous enfumer et brouiller les pistes, à Wall Street, ils font pas grand-chose. Mais c'est toujours dans le cadre de cette gestion hebdomadaire. Il ne faut pas, si vous voulez, tordre vos règles en mode « Ah, ça ne se passe pas vraiment comme prévu, donc c'est peut-être que mes règles ne sont pas bonnes. » Non, non, ça veut juste dire, le flux, de toute façon, vous savez que c'est imprévisible, mais que ça a tendance à fonctionner très bien en termes de gestion du risque si vous suivez ces quelques règles très simples que je vous ai données. Ça ne veut pas dire que 100% des marchés se comportent comme ça. Ici, il s'agit juste de dire, malgré le fait que ces flux sont complètement à chier en termes de structure, pour ma part, ils respectent la structure principale qui est de dire, à chaque fois qu'on finit une forme de cycle, ça grind un petit peu sur le sud, plus que ça. C'est-à-dire, au lieu de monter fort, comme c'est souvent le cas sur les flux, hein, on l'a vu par exemple sur le flux des cryptos, qui était monté très fort, sur Wall Street, ça ne monte pas, ça hache. Mais par contre, les creux sommets sont ascendants, et c'est vrai qu'on racle un petit peu plus les acheteurs sur les zones Fibo, sur les zones de Bollinger. Vous voyez, ça, pareil, ici, on va grinder encore, un peu comme on l'avait fait à l'époque, ok. Mais en soi, creux sommet ascendant, et pour moi, le flux se poursuit. Et je pense qu'il finira de toute façon au-dessus des contextes 4 heures, et tant que ces derniers ne sont pas renversés, ce qui n'est toujours pas le cas, pour ma part, je reste orienté plutôt positif. Voilà, et force est de constater que cette semaine, ces contextes ne se sont toujours pas renversés. Ok? Donc, c'est vraiment de dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de faire à Wall Street. Est-ce qu'on est en train d'essayer de chercher à biseauter? C'est-à-dire, dans ce cas-là, on a une forme de flux très chiant. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un flux qui ne veut pas réellement se lancer. Mais en attendant, ça monte. D'accord? Creux, sommet, ascendant, ça monte. Mais ça ne monte pas comme on voudrait. Ça ne monte pas comme la plupart des flux. C'est-à-dire, c'est vraiment mou, ça hache, etc. Bon voilà, ben moi je vais rester sur ce schéma-là, c'est-à-dire malgré tout ce que je vois, j'entends à droite à gauche de Baird, de machin, et notre Powell qui fait des 180 degrés toutes les semaines, c'est plus de dire, malgré tout, je vais rester pour l'instant donc toujours optimisme et positivisme, mais pas BA, c'est-à-dire, bon, ben, si ça change de direction, je prendrai un stop loss, point barre. Maintenant, je ne suis toujours pas résolu, hein. J'ai toujours en fait les trades d'ici, hein, je rappelle, donc je me suis fait stopper un par un, il me reste celui-là et ceux que j'avais ici, et ceux-là je les ai toujours, et je reprends des lots ici, hein. Tout est à break-even évidemment avant, hein. C'est-à-dire que là si on rebaisse, je me fais stopper ceux-là avec des pertes sèches, plus tous les trades qu'il y a ici, je perds tous les gains que j'avais. Par contre si on remonte, et qu'on va bien chercher la fin de mon flux, bah là je vais prendre de très très beaux gains, parce que là je vais récupérer 3 ou 4 lots ici, plus ceux qui étaient là, plus ceux qui ont tenu au milieu. Évidemment, ceux qui étaient là et là, eux, je me les suis fait stopper dans la baisse. Voilà. Bon, c'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc le délire maintenant, pour moi, ça va être, ok, je sais pas, mais je vois bien que Wall Street veut brouiller les pistes, je les emmerde, comme d'hab. Moi j'ai plutôt tendance à suivre la gestion à faible risque, donc à rester plutôt haussier que baissier, sans avoir, comme je vous dis, la boule de cristal qui me dit j'ai la super confiance, je suis sûr que de toute façon j'ai raison, ça c'est débile au possible, mais plus de dire, voilà, malgré le brouillage constant des pistes à Wall Street, je sais que les flux sont toujours là parce qu'on a toujours ces fameux creux et sommets ascendants. Maintenant, il est clair que si j'ai tort, next stage, c'est d'aller péter un plus bas. Hein. Donc clairement, là, si j'ai tort, ça va direct à 3007 et des poussières. Donc moi, tant que j'ai pas tort,
je reste dans ma gestion à faible risque, c'est-à-dire plutôt haussier. Point barre. Ok, donc je voulais faire ce point pour dire oui, la structure de ce flux, elle est à chier, elle est clairement loin de la structure de flux entre guillemets conventionnelle que je vous apprends, mais en attendant, pour l'instant et pour ma part, je ne vois pas les éléments nécessaires pour considérer que le premier flux a été terminé. Enfin, par premier flux, j'entends la première séquence de flux, c'est-à-dire normalement, il ne faut pas faire plus de 3 flux dans le même sens. Maintenant, on voit que ces 3 flux, pour ma part, normalement, il y a toujours un flux qui est vraiment fort, qui casse des résistances. Pour moi, on n'a rien cassé du tout. Moi, je ne vois pas comment ce flux s'arrêtera sans avoir cassé cette résistance-là. Je pense que c'est l'objectif final de ce flux. Je pensais clairement qu'on y allait ici, avec ce troisième flux. Je pense par contre, en revanche, que malgré la structure merdique qu'on prend pour y aller, on va toujours là-bas. Pour l'instant, tant que le contexte 4 heures n'est pas renversé, tant que mes stop-loss ne sont pas déclenchés, je n'invalide pas ce biais spéculatif légèrement haussier, mais clairement très emmerdant. Ne pas oublier que je vous ai mis hier, en plus de ça, dans les briefs, un point à moyen terme sur la structure très dangereuse de l'action Apple, qui pèse quand même plus de 6% dans le S&P 500, 12% du Nasdaq. Donc on fait attention, ok, il y a des catalyseurs qui pourraient accélérer une baisse possible à Wall Street, et dans ce cas-là, peut-être des invalidations. Le message que je veux vous envoyer ici ce matin, en termes de psychologie, c'est que moi, personnellement, ça ne me chagrine pas plus que ça. Je suis très à l'aise avec la prise de risque, ça fait des années que je fais ça. Maintenant, je comprends que la psychologie, chez ceux qui manquent un peu plus d'expérience ou qui sont encore en cours de formation, cette peur de la perte, vous l'avez. Moi, j'ai mis des années à m'en débarrasser, mais clairement, il faudra bien que vous y arriviez un jour. C'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à être psychologiquement prêt à prendre des risques, parce qu'il n'y a pas de reward sans risque. Enfin, il n'y a que les imbéciles sur les réseaux qui arrivent à vous faire croire qu'on peut gagner de l'argent sans prendre de risque. Mais bon, concrètement, on prend toujours un risque. On fait de la gestion du risque, c'est-à-dire qu'on limite son risque. Moi, la différence ici, c'est que j'ai des arguments rationnels que je connais, que j'applique depuis des années, qui me disent qu'il y a clairement un truc pas normal avec ce flux, mais qu'en attendant, malgré ces défauts de structure, le fait que psychologiquement, c'est chiant. On aimerait tous acheter en bas et que ça marche très bien. Mais en soi, je n'ai pas et jamais eu aucun élément d'invalidation dans ce flux. La seule chose que j'ai, c'est on fait tout pour te casser les couilles. Mais en attendant, la structure globale, je ne la vois pas du tout changer concrètement. Bref, ça reste toujours plutôt haussier que baissier. La structure est juste bien moins haussière que je l'aimerais, mais en attendant, elle le reste. Et voilà le message que je vous envoie. Apprendre à mettre un peu d'eau dans votre vin, dans ces structures chiantes de flux, ok. On aimerait tous que, en suivant les règles simples que je vous donne et qu'il ne faut pas outrepasser, il faut juste se contenter de les appliquer, ces règles simples ne vous permettront pas d'acheter le point bas et de vendre le point haut dans les flux. Tout simplement parce que parfois, et là c'en est un très bel exemple, la structure est merdique, mais merdique à souhait. En genre de plus piégeux que ce qu'on a connu ici à Wall Street, j'ai pas beaucoup d'exemples qui me viennent en tête. Voilà. Mais la structure globale reste haussière, et pour ma part, je suis toujours le sens de mes gestions à faible risque. Elles ne sont pas des boules de cristal, mais ce sont ces gestions à faible risque qui permettent n'importe quel trader qui les applique à gagner de l'argent de façon durable dans le temps. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui va se passer spécifiquement sur ce flux, peut-être que là je prendrai un stop loss, mais de façon agglomérée sur une centaine de flux, je ne peux pas perdre d'argent. Voilà concrètement ce que j'en pense. Donc, il ne faut pas que vous intellectualisiez outre mesure. Moi, clairement, je vous le dis d'expérience, ce flux est très atypique dans sa constitution, mais il suit quand même une structure ascendante relativement claire. Bref, c'est l'impression qu'on fabrique des biseaux pour, au final, passer à travers, aller chercher les objectifs, point barre. Bref, on arrive quand même au même point, mais d'une façon différente. La beauté des flux, je vous rappelle, le flux, c'est l'arbitrage de volatilité fait par les brokers. Bon, étant donné les niveaux d'incertitude, et notre cher ami le banquier central américain qui nous dit un truc et son contraire toutes les 2 semaines, c'est quand même évidemment un environnement favorable à cette volatilité à débile, c'est-à-dire, à mon avis, le broker lui-même ne sait pas trop quoi faire. Voilà, les cryptos, puisque donc on fait quand même normalement toujours un point crypto aussi. Alors non, pardon, avant de partir, je voudrais vous rajouter 2-3 autres trucs. Donc, n'utilisez jamais ça, encore une fois, tout seul comme un indicateur magique, etc. Mais je peux vous dire que par rapport à la séance d'hier, il y a un décalage extrême des positionnements vendeurs qui est relativement dangereux sur les options. Et ça se voit très bien ici, sur le Max Payne, qui a vraiment une pente vendeuse, mais juste astronomique. C'est-à-dire qu'il y a un open interest extrêmement vendeur alors qu'on est sur des supports.
qu'on est en fin de cycle horaire, etc. C'est surtout que hier, ce même graphique n'avait pas du tout la même courbe. Hein. Hier, on était plus ou moins à l'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Là, évidemment, donc, à la fin de la session hier, il y a un open interest short qui est juste absolument affreux. Ça veut dire que, effectivement, soit on va avoir une explosion de volatilité au sud, parce que les brokers vont devoir vendre des actions pour couvrir tout ça, hein. Parce que là, ça veut dire tout simplement que ici, il faut sortir 163 millions pour payer les clients qui sont exposés short, hein, et si leurs strikes sont obtenus. C'est ce que vous avez dessous, hein, donc 198, 150, là, vous voyez le chiffre, ok? Alors que, évidemment, là, monter, ça coûte beaucoup moins cher au broker. Vous voyez, donc il s'agit bien de comprendre que ici, le broker, en général, dans ce genre de truc, le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va revenir à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il va rééquilibrer ce truc-là. Parce que sinon, il va falloir qu'il vende beaucoup d'actions pour pouvoir payer ceux qui sont exposés short. L'autre truc qu'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle l'implied volatility. Et là, clairement, je peux vous dire que normalement, cette courbe, elle se croise. Hein. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire, en fait, vous devez avoir normalement de chaque côté une courbe ici plutôt acheteuse et ici une courbe plutôt vendeuse. D'accord? Enfin, celle au-dessus de l'autre. Là, on voit que c'est pas le cas. Les acheteurs sont en dessous sur les deux courbes et il y a ce fameux ici. Bon, ça, je peux pas vous apprendre, mais bon, voilà. Pour vous la faire simple, le point le plus rentable pour rééquilibrer le niveau acheteur, il est à 4160, d'accord, sur le S&P 500. Donc, il faut faire très attention. Ça veut dire là, quoi qu'il en soit, le broker, il peut tout à fait remonter jusqu'à 4160 s'il veut rééquilibrer la demande acheteuse. Ça veut dire ici, en fait, d'un point de vue acheteur, puisque là, le broker, il doit rééquilibrer l'achat, ok, le lowest implied volatility, il se situe à 4160. C'est juste énorme comparé à ici. Bon, évidemment, 4160, ça ne veut pas dire on y va. Ça veut juste dire attention. C'est là qu'il faudrait aller pour inverser ce qu'on a vu sur la pente des open interest. Donc, à mon avis, c'est plus de dire entre là où il n'y a que des vendeurs et là où on aurait justement l'inverse. À mon avis, on va entre les deux. Donc, je vous le donne juste comme ça. Je pense que la clôture trimestrielle, donc celle dont je vous parlais au début, qui va se situer le 10 mars, à mon avis, on va la faire plutôt vers 4070. Donc, je vous dis juste comme ça, restez quand même tranquille. En tout cas, moi, tant que j'ai ce genre de positionnement complètement asymétrique, bon, je vous donne des astuces, n'appliquez jamais ces trucs-là. Je pense qu'on se dirige à peu près vers la médiane. Ça devrait nous ramener vers un 4060, c'est-à-dire revenir chercher les prix d'hier. Hein. Donc, je vous la donne juste en 1000. Ça ne veut pas dire « Ah ben super, Phil nous a tout donné. Aujourd'hui, j'achète et voilà. » Bon, mais ça veut juste dire, moi en tout cas, c'est ce que je fais. Voilà. Les cryptos, Bitcoin, il ne se passe rien. D'accord, on ne va pas se mentir, il ne se passe rien. Là encore, les flux sont en cours. Là encore, les flux ont une structure vraiment à chier. Mais là encore, les creux et sommets sont ascendants. Bon, sur Bitcoin, en termes de 4 heures, on a vu que là, par contre, on a largement cassé des résistances. Et encore pas vraiment, hein, je pense que celle-là devrait sauter. Mais on a donc tenu au-dessus des contextes 4 heures, etc. Donc en termes de structure de flux, on est bien plus conventionnel pour l'instant sur Bitcoin. Raison pour laquelle je suis très attentiste quant à la structure ici. On pourrait très bien avoir eu donc premier flux, deuxième flux, et effectivement, le troisième, dans ce cas-là, laissant ouvert le temps de consolider dans cette structure-là. D'accord ? Mais ça n'empêche pas de rebondir sur Bitcoin, puis de remettre un deuxième flux, et après, on passera à travers. Donc, pour moi, être bear quand les gestions à faible risque sont justes, mais haussières, d'accord, on ne va pas se mentir. Ce sont des bottoms annuels, voire pluriannuels qu'on a touchés sur Bitcoin. Je veux dire, regardez les analyses on-chain. Je voulais vous la republier hier, mais sinon vous y allez. Vous regardez sur YouTube Glassnode, donc qui vous publie chaque semaine en plus des analyses on-chain. Eux-mêmes ont créé un pseudo-indicateur qui permet de regrouper selon plusieurs angles, donc particulièrement ce que j'adore, hein, c'est un peu comme j'ai fait moi avec mes indices, c'est-à-dire utiliser plusieurs sources non corrélées et essayer de voir quand elles convergent. Et ils ont fait ça avec des indicateurs on-chain typiques de l'identification des psychologies de bottom et de sommet. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est concrètement, ils vous disent, bon bah oui, le bottom technique a été atteint. Ah tiens, comme par hasard, depuis juin. Ce que je vous dis moi aussi. Donc, c'est quand même assez dramatique au bout d'un moment de se dire que tous les métriques on-chain pointent sur des bottoms de moyen terme, extrêmes vendeurs depuis l'été dernier. D'accord ? Ça fera bientôt 1 an qu'on est dans ces structures à la con. Il y a bien un moment donné où il va falloir que vous vous réveillez en fait. Et ce qui va se produire là, ce n'est pas le réamorçage du bear market, c'est la fin du bear market. C'est qu'une question de temps. Ça peut prendre encore du temps, mais soyez réalistes, bordel. Rien n'indique qu'on ira plus bas. Tout indique en fait le contraire quand on regarde des indicateurs de valorisation et quand on regarde des indicateurs on-chain. Tout indique que le bottom est déjà là.
Maintenant, la plupart du temps, il va falloir attendre de casser une résistance. C'est-à-dire que là, on hésite, peut-être qu'il pourrait encore y avoir des retracements, etc. Mais une fois qu'on pètera les 25 000, c'est game over. Raison pour laquelle, je l'ai dit, je pense qu'on pètera ces 25 000 avec une pattern très très chiante et très alternative qui est la lessiveuse. Autrement dit, on risque de passer du temps à créer des structures un peu chiantes dans des canaux généralement parallèles et en attendant, pour ma part, je n'ai toujours pas changé. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se reprend une remontada de Wall Street et qu'effectivement Bitcoin réintègre son canal, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va ralentir le canal. D'accord ? C'est-à-dire on va partir comme ça. Ça n'empêche pas, comme je vous dis, de passer encore 3 plombes, voire de casser le canal après par le haut, pour refaire exactement la même chose. Pour moi, c'est juste de dire, tant qu'à chaque fois on tient une structure de canal parallèle et qu'on continue de trader dans ces schémas un peu chiants, c'est-à-dire, c'est pas parfait. Mais il s'agit de comprendre que faire ça, là, d'accord, ce qu'on a fait ici, pardon, alors hop, voilà, faire un truc comme ça, pour moi, c'est pas casser le canal. Hein. C'est dire, si là on réintègre, on n'a rien changé du tout, en fait. C'est juste de dire, à ce stade-là, là, on aura juste fait parler les débiles, quoi. Donc, attention quand même, puisque je note hier qu'il y a une très bonne tenue des gros actifs, les Bitcoin, Ethereum et tout ça, ça tient relativement bien, malgré la dérouillade qu'il y a eu hier, et encore une fois, sur des aspects complètement irrationnels. Je veux dire, Powell n'a rien changé du tout. On voit d'un coup tout le monde qui se met à flipper sur 50 points de base. Bon, je ne comprends toujours pas pourquoi. Il n'y a probablement rien qui va changer à ce niveau-là. On va manger encore des 25 points de base. Mais il s'agit juste de se réveiller et de dire, est-ce que le marché est juste en train de piéger à peu près tout le monde dans des biais spéculatifs quand même assez dangereux ? Ou est-ce que, justement, au contraire, on n'est pas dans des stratégies de flux relativement bien orientées, mais dont la structure est un petit peu pernicieuse. Moi, je planche clairement pour le deuxième facteur. Autrement dit, on va quand même dans la bonne direction, mais on va juste brouiller un peu les pistes parce qu'il y a trop de gens qui font la même chose. Bref, j'ai vraiment l'impression que c'est encore un délire de produits dérivés, et le broker est forcé d'arbitrer ça comme il peut, et évidemment, c'est pas facile. Il y a beaucoup trop de spéculateurs aujourd'hui, résultant du Covid et tout ça, sans vous parler du délire total qu'il y a donc sur les options à courte échéance sur le S&P 500. Bref, le broker, il est obligé de gérer une foule de gens complètement débiles qui jouent sur des produits dérivés, et à côté de ça, il n'y a plus de supply dans les cryptos. Enfin bref, c'est une catastrophe, pour ma part. De prédire ces flux, c'est déjà pas très malin, mais de reconnaître que leur structure est clairement atypique, je pense que ça fait pas de mal. Donc attention dans ces schémas-là, déjà que je vous dis, le biais principal dans le chaos de la volatilité, c'est d'essayer de la structurer, hein, c'est d'essayer de donner du sens au chaos, alors que concrètement, je vous apprends à en faire l'inverse. Tout comme je vous dis, dans un range, on n'intellectualise pas le truc, on met ses fibos et on pose son cerveau et on fait du neuneu. Dans les flux, c'est la même chose. On a une structure de flux référente qui permet de gagner de l'argent sur une centaine de flux. Mais ça ne vous permet en aucun cas de séquencer ces flux et encore moins de prédire ce qui va se produire sur celui-ci. Et vous mangerez des stop-loss dans des flux, quoi qu'il arrive. Il s'agit de comprendre que c'est l'ensemble qui produira un résultat. Et pour ça, il faut apprendre à être en confiance avec sa stratégie. La deuxième chose, c'est tant que ce n'est pas invalidé, on n'invalide pas parce qu'on pense que ça va invalider. C'est ça que je trouve dramatique aujourd'hui. Je vois des boules qui se disent « Ah bon, au final, ça marche pas bien, c'est pas boule. » Je sais pas, au bout d'un moment, c'est juste de dire, si vous voulez toujours acheter en bas, vendre en haut, il va falloir changer de métier, c'est pas ça le trading, quoi. Donc, détendez-vous un petit peu, ok ? Souvent, si vous voulez un bon conseil d'amis, la meilleure façon de reprendre le contrôle dans une stratégie comme ça, quand on se perd un petit peu sous les biais psychos, c'est souvent que les tailles de position sont inappropriées, c'est-à-dire au lieu de... Si vous êtes dans un confort psychologique avec 2% de risque, peut-être que c'est plus malin de descendre à 1 ou 0,5. Mais la différence, c'est que si cet inconfort de 2% de risque fait que vous dites « Ah, je le sens pas, allez, bam, je sors, je sors tout », eh ben non, pour moi, ce serait de dire, si votre stratégie, elle vous met en inconfort, peut-être que diviser la taille de position par 2, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Que ce soit en gain ou en perte, moi l'essentiel c'est que vous progressiez, c'est-à-dire que vous arriviez au moins déjà à reprendre le contrôle de votre psycho. Et pour ça, je vous dis généralement, la règle number one, c'est réduire la taille de position. Voilà. Donc c'est un peu le conseil du jour. Si vous avez un peu l'impression de vous faire balader et que vous avez des trades en marge, que ce soit sur les S&P 500 ou sur le Bitcoin, etc. Pour ma part, c'est mon cas. Hein. Je vous dis, je suis en marge sur le S&P 500, je suis en marge sur certains projets en crypto. Et moi, perso, je suis OK sur les tailles de pause.
Maintenant, si ce n'est pas votre cas, je pense que la meilleure chose que vous devriez faire, c'est de vous poser déjà les questions, de bien reprendre le contrôle de vos règles, savoir ce que vous faites, pourquoi vous le faites, etc. Et puis, si c'est toujours inconfortable, le trading, c'est pas fait pour vous empêcher de dormir à la base. Et dans ce cas-là, je pense que la seule chose à faire, c'est pas de couper, mais de réduire la taille de position. Voilà pour aujourd'hui. Désolé, émission un peu longue, mais je sais que la psycho, elle part en sgeg en ce moment chez tout le monde, ce que je trouve assez déplorable, puisque effectivement, oui, les comportements des prix invitent à cette incertitude, mais n'oubliez pas qu'on est dans des environnements où, pour ma part, je pense que vous ne devez pas essayer de lutter contre cette incertitude. Au contraire, lui ouvrir grand les bras. Et si elle vous fait trop de mal à la tête, réduisez les tailles de position. Mais pour ma part, malgré le haut niveau d'incertitude, les séquences sont toujours respectées. Donc, c'est un peu bruyant, un peu chiant. Ça fait chier de ne pas acheter tout en bas et de ne pas vendre tout en haut. Ça fait chier de nager dans l'incertitude et d'être balancé par l'autre Powell et des autres comme ça. Mais la réalité, c'est que dans ces séquences de flux, la seule chose que vous devez retenir, c'est qu'il vaut mieux trader dans le sens de la gestion à faible risque. Encore faut-il savoir l'identifier. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas chercher à contrôler la volatilité. Cette volatilité, elle est par définition insaisissable. Voilà. Il faut juste essayer d'avoir le maximum de contrôle que vous pouvez avoir dessus en ayant un ensemble de règles qui ne prédisent pas ni ne contrôlent cette volatilité, mais vous donnent un cadre légal dans lequel vous pouvez évoluer de façon profitable à long terme. Ça veut dire pas sur ce flux, mais sur une dizaine, centaine de flux. Vous ne pouvez pas perdre de thunes. Voilà ce que vous devez comprendre. Allez, ciao, ciao!